Il va être question de liberté. La liberté, a priori, semble une notion intangible. Touche pas à ma liberté. C'est ce qu'on entend partout dès qu'il y a l'ombre de la nuance d'une possible atteinte à la liberté. Bien, je vais essayer de montrer à quel point nous sommes aussi responsables de cette limitation de liberté, et que c'est pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs. J'ai souvent fait des rêves où j'étais poursuivi. Je pense que tout le monde a eu des rêves de ce genre. C'est très angoissant. Et ce qu'il y a d'encore plus angoissant, c'est quand dans la poursuite, on se sent paralysé, on ne peut plus bouger, où les jambes sont collées dans de la boue. Bon, c'est atroce. En ce qui me concerne, quelquefois, j'ai été poursuivi par je ne sais quelle entité indescriptible. Quelquefois, c'était par la police. Quelquefois, c'était par des gangsters. Autrement dit, selon les moments, je suis poursuivi par, pour transformer en langage freudien, le gangster, c'est-à-dire le hors-la-loi, c'est-à-dire le ça, les pulsions, ma liberté absolue, mon bon plaisir, comme disait le roi autrefois en France, et de notre côté poursuivi par la police, c'est-à-dire au contraire la loi, la rectification, la conscience en quelque sorte, ce qui oblige les mauvaises pensées, comme on dit, à se réfugier dans l'inconscience, qui fait que nous n'en avons plus conscience. Il y a là la structure du sujet en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il est divisé entre ça et sur moi, et que les deux le poursuivent. Autant l'idée d'une liberté absolue que l'idée d'une limitation absolue. En fait, rien n'est absolu. L'un ne va pas sans l'autre. Je vais essayer de vous le montrer par quelques exemples, notamment par deux rêves. Dans le premier, j'ai fait le hors-la-loi, et avec deux complices, j'ai cambriolé une banque. J'ai pas vu du tout l'épisode, mais je vois que la conséquence, c'est-à-dire que je dors sur un matelas de billets, dans une pièce remplie de billets. Et je dors parce que je suis satisfait. J'ai satisfait à mon bon plaisir, j'ai transgressé les règles, je me suis senti libre, et maintenant, je suis content, je n'ai plus qu'à rêver que je dors. Il n'y a plus rien d'autre à faire. C'est ça le problème avec la satisfaction du désir, c'est qu'une fois qu'on est satisfait, il n'y a plus rien à faire, c'est bien embêtant. Heureusement, ou malheureusement, c'est comme on voudra, l'un de mes complices qui était en train de boire un pot avec l'autre à l'étage supérieur descend à ce moment-là, muni d'une mitraillette, et il me dit « mais j'ai pas envie de partager, moi ». Et il me vise, et je suis donc au comble de l'angoisse, il va me tirer dessus, et à ce moment-là, c'est lui qui se prend une rafale en pleine gueule. Donc, mon rêve où je suis quand même libre de faire ce que je veux, puisque c'est moi qui anime tous ces personnages du rêve, c'est moi qui suis le metteur en scène du rêve, chacun de ces personnages représentant une partie de moi-même, eh bien, je me suis sauvé la mise. C'est un petit peu comme un miroir où je verrai mon image prête à me tirer dessus, et je tire le premier, un peu comme Lucky Luke qui tire plus vite que son ombre. Si on veut aller un petit peu plus loin dans l'analyse, ces deux complices sont évidemment mes frères. Et ce que nous nous disputons, ce n'est évidemment pas l'argent, mais la mère. C'est-à-dire que, comme dans toutes les fratries, chaque enfant voudrait se monopoliser la mère pour lui tout seul, et donc il a engagé une lutte fratricide ou sororicide contre les autres membres de la fratrie pour essayer de s'attirer ne serait-ce qu'un sourire de plus de la maman, et si possible avoir toute la maman. Ça, c'est effectivement impossible. Non seulement c'est impossible, mais c'est interdit, parce qu'il y a un autre personnage qui lui est censé posséder la mère, c'est le père, et ici peut être représenté par la tour Eiffel tout simplement, en tant que
n'est-ce pas, un monument on ne peut plus phallique, qui, dans mon rêve, abrite donc le ventre de la mer dans lequel je dors sur mes billets. Donc ça, c'est interdit. C'est la limitation fondamentale de ma liberté. Je ne peux pas coucher avec n'importe qui. Je ne peux pas coucher avec ma mère. Autrement, toutes les autres femmes sont possibles. Toutes? Non, car une femme résiste encore et toujours à l'envahisseur. Qui? Ma fille. L'interdit de l'inceste, ça va dans les deux sens. Et le désir d'inceste, il est autant chez les parents que chez les enfants. Donc voici un deuxième rêve où je dois rentrer en ville avec mon frère, mais mon frère est dans une voiture qui me suit, dans la voiture qui suit la voiture que je pilote moi-même, et je n'ai pas envie du tout de retourner dans le même appartement que mon frère. Donc je me dis, j'en ai marre, je ne vais pas supporter ça. Arrive à un endroit où la route se divise en deux. D'un côté, ça va vers le centre-ville où nous avons notre appartement, de l'autre, ça va vers un autre appartement que je suis censé avoir, et je décide d'aller vers l'autre. Comme ça, j'aurai la paix. Et je m'arrête en plein carrefour, et je me mets à sortir toutes les affaires pour faire le tri entre mes affaires et celles de mon frère, que je vais lui laisser pour pouvoir partir tranquille. Et donc, à ce moment-là, arrive une voiture de flic, puisque je me suis arrêté en plein carrefour. C'est encore une transgression de la loi. En plus, c'est dangereux, évidemment. Et de cette voiture de flic descend un flic tout à fait extraordinaire. C'est un très jeune flic, avec un visage extrêmement féminin et très joli. Et ce flic me tend une bouteille de Coca-Cola en me disant que c'est une bombe lacrymogène. Effectivement, les flics sont censés délivrer beaucoup plus souvent des bombes lacrymogènes que des bouteilles de Coca-Cola. Eh bien, c'est tout simplement que ce jeune flic si joli, j'y reconnais très vite une jeune fille, une très jeune fille, avec laquelle j'ai eu une aventure amoureuse. Et justement parce qu'elle était très jeune et que moi-même, à cet âge-là, j'étais déjà bien âgé, eh bien, ça pouvait évoquer une relation père-fille. Ce n'était pas ma fille, ce n'était pas non plus une mineure, donc ce n'était pas interdit par la loi. Mais c'est interdit en quelque sorte par le temps qui passe, et qui est passé beaucoup plus vite pour moi, et qui fait que c'est plus trop possible. Et donc je fais, c'est pas forcément c'est l'inconscient qui fait surgir le flic. Cette fois, c'est plus le gangster, c'est le flic qui vient rappeler que le temps qui passe, on peut rien faire contre. Et qu'au lieu de me donner une douceur comme une bouteille de Coca-Cola, il va plutôt me donner une bombe lacrymogène, c'est-à-dire que je vais avoir à pleurer de cette séparation. Effectivement, le simple temps qui passe fait que on va devoir renoncer à un certain nombre de choses, en particulier pour un vieil homme, aux jeunes filles, et de toute façon pour tout le monde, à la vie, puisque c'est la mort, comme dans Premier Rêve, qui de toute façon deviendra la sanction de tout ce que nous avons fait, que ça soit bien ou mal. La sanction est exactement la même, personne n'y échappe. Donc il y a là une structure où vous voyez que dans mon deuxième rêve, j'ai condensé à la fois l'objet du désir et la limitation de ce désir. L'objet que je serais parfaitement libre de convoiter et de posséder, d'autant plus qu'elle ne demandait pas mieux, cette brave petite jeune fille. Mais je me l'interdis, je la transforme en flic, et plutôt que de me donner des douceurs, une bouteille de Coca-Cola, pas du Coca zéro, du Coca bien sucré, eh bien, cette bouteille de Coca se transforme en bombe lacrymogène. Voilà. Donc, il y a condensation, là, des deux tendances de tout être humain, le ça et le surmoi, celui qui se veut libre de tout faire, et celui qui interdit, comme la conscience de Jiminy Cricket dans le conte de Walt Disney, enfin mis au cinéma,
par Walt Disney, la conscience, Jiminy Cricket qui représente la conscience de Pinocchio. Donc il y a là une structure de limitation qui va au-delà des lois de la société, c'est celle de l'interdit de l'inceste. Interdit au niveau des ascendants, on ne couche pas avec les parents, et des descendants, on ne couche pas avec les enfants. Ceci ne serait-ce que pour garder des repères d'orientation dans le temps. La flèche du temps, elle va dans un seul sens, et de cette façon, les générations, l'échelle des générations est préservée. Cet interdit, c'est en quelque sorte le programme de l'être humain. Un programme au sens de la programmation d'un ordinateur. On n'échappe pas à la structure, pas plus que l'ordinateur n'échappe à la programmation qu'on lui met dans le ventre. Et en repensant aux poursuites dont je parlais tout à l'heure, c'est pas un hasard si de multiples films ou romans ou séries télévisées fonctionnent sur cela, c'est-à-dire sur les poursuites. Le film policier fonctionne sur ce ressort, c'est qu'on cherche qui est le coupable, et tout le monde cherche toujours le coupable puisque nous nous sentons coupables. Et il y a toujours à un moment ou à un autre une poursuite, c'est ça qui est marrant, parce que ça permet de casser des bagnoles, voir des devantures de restaurants et ainsi de suite, beaucoup de vaisselle et de tirer des coups de feu un peu partout, parce que dans cette profusion de destruction se révèle effectivement cette tentative de briser le programme, dont on ne peut rien faire si on ne l'a pas véritablement symbolisé, c'est-à-dire si on n'a pas su le parler, mettre des mots dessus. On essaie de s'en dégager d'une façon ou d'une autre, la façon la plus simple étant d'accuser l'autre de tous les maux dont nous nous sentons coupables, et dans cette poursuite de détruire plein de choses afin de, si possible, détruire le programme et finalement le coupable, parce que le coupable, en définitive, c'est le programme. Cette programmation qu'on retrouve, pour repenser à un film, à Terminator, par exemple, la série des Terminator, je me rappelle à quel point les poursuites étaient implacables. C'est Terminator, il doit terminer, c'est-à-dire tuer les héros du film, Sarah Connors et son fils John Connors. Et il est étonnant de voir comment le Terminator ne se presse pas, ne manifeste aucune émotion, évidemment, c'est un robot. Il n'a même pas besoin de se presser, il marche vite, c'est tout, il n'a même pas besoin de courir la plupart du temps, mais il ne s'arrête jamais. Il peut être complètement brûlé dans l'explosion d'un camion-citerne. Cette brûlure lui enlève toutes ses apparences humaines, tous les latex qu'il avait par-dessus sa mécanique. Il reste une mécanique, mais qui continue d'avancer. Ensuite, on réussit à le faire passer sous une presse qui lui brise les jambes, mais il continue d'avancer en se servant rien que de ses bras. C'est ce qu'on appelle la pulsion, quelque chose qui pousse et qui n'arrête pas de pousser. C'est ce programme, le programme qu'on lui a mis dans la tête, qui consiste à quoi? Eh bien, à empêcher l'inceste, là aussi, puisque John Connors, le fils de Sarah Connors, est quelqu'un qui va devenir le chef de la lutte contre le programme, c'est-à-dire contre les machines qui se sont révoltées contre les humains. Et dans le futur, il va s'envoyer dans le passé pour rencontrer sa mère à un âge équivalent, de façon à ensemencer sa mère de lui-même. C'est pas dit d'une manière aussi claire dans le film, c'est mon interprétation du film, mais c'est une façon de consommer l'inceste, c'est une façon de faire en sorte que le programme soit accompli, mais à l'envers. Le programme de l'interdit de l'inceste est accompli comme inceste réalisé.
Et curieusement, c'est ce qui va permettre de lutter contre le programme, c'est-à-dire les machines dont le programme est devenu fou et qui est en lutte contre les humains. La lutte des humains contre les machines, contre les robots, c'est un thème qui a été exploité des centaines et des milliers de fois par les scénaristes, parce que c'est cette même lutte du ça contre le surmoi, hein, des tendances contradictoires qu'il y a en l'humain, et spécialement cette tendance à lutter contre le programme de l'interdit de l'inceste, parce que ce que je désire au fond de moi, et que je ne parviens à refouler qu'avec grand-peine, c'est ce désir d'inceste, justement. Et c'est là-dessus que reposent les sociétés. Et c'est là-dessus que peuvent s'appuyer aussi les dictateurs qui parviennent à, dans certains cas, à se faire aimer de leur population en leur faisant croire que grâce à lui, ils sont libres. Ça me fait penser à une autre série, celle des Robocop cette fois. Dans le Robocop numéro 2, la programmatrice du nouveau Robocop, qui a eu quelques ennuis à la fin du précédent film, lui injecte des programmes sur son ordinateur, des programmes pour faire en sorte que Robocop devienne ce qu'il doit être, c'est-à-dire une machine à faire respecter la loi. C'est un flic, hein, Robocop, roboflic. Et de temps en temps, elle vérifie que son programme est bien passé. Comment elle vérifie? Elle lui demande « Qui es-tu » Et l'autre ne cesse de répondre « Je suis le lieutenant Murphy ». Ce qui est le personnage avec lequel on a forgé Robocop, les restes du personnage qui a survécu à une explosion et qu'on a complété par des morceaux de métal, des machines. Eh bien, la dame augmente le programme, en rajoute dans le programme, en tapotant sur son ordinateur, jusqu'à ce que le pauvre gars finisse par répondre « Non plus je suis le lieutenant Murphy, mais je suis Robocop, unité de protection contre le crime. » Et il ajoute, pas sans rire, « Je suis libre. » C'est ce que je disais des dictateurs qui arrivent à faire croire à leur population qu'ils sont libres. Là, à coup de programme, on réussit à faire croire à quelqu'un qu'il est libre. Et au fond, ce qui se passe dans cette programmation, on voit très souvent cette image de la programmatrice qui se penche sur Robocop qui est allongé sur une table de laboratoire. Et ça nous fait un peu l'impression d'une mère qui se penche sur le berceau de son bébé, ou, comme le disent tous les contes et légendes, d'une bonne fée, ou mauvaise fée, qui se penche sur le berceau d'un bébé pour lui programmer son avenir. Tu seras comme ceci, tu seras comme cela, il va t'arriver ceci, il va t'arriver cela. Il ne faut pas oublier que l'oracle, dans l'histoire d'Oedipe, c'est la personne qui a dit aux parents d'Oedipe, alors qu'il n'était encore pas né, cet enfant tuera son père et couchera avec sa mère. C'est un mode de programmation, même à une époque où on était très loin des ordinateurs. Et de tout temps, les hommes, les parents, ont souhaité programmer leurs enfants, autrefois pour qu'ils les aident une fois devenus adultes et qu'ils les soutiennent une fois devenus vieux. C'était leur assurance vieillesse. C'est aussi leur assurance éternité. Parce que comme la mort, je disais tout à l'heure, personne n'y échappe, c'est la sanction ultime, eh bien, si on peut y échapper en faisant un pas de côté, grâce au fait d'avoir des enfants dont on peut avoir l'illusion qu'ils vont nous continuer. Et c'est pour ça que nous les programmons quelque part, tout en essayant de leur faire croire qu'ils sont libres. Ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs. Mais dans le meilleur des cas, on va essayer de faire en sorte qu'ils sont libres, tout en essayant de faire en sorte que quand même, ils poursuivent nos idées, nos comportements, nos choix de vie. Et c'est de cette façon-là que la liberté que nous pensons avoir est, dès la base, extrêmement limitée.